Merci à vous. Merci Frédéric. Donc bonjour à tous. Moi je suis Marie Ranou, je suis conseillère en prévention des risques professionnels. On a choisi d'intervenir à deux voix avec Adeline, ma collègue, qui se présentera tout à l'heure. Donc ce qu'on va vous dire fait un petit peu écho à ce qui a déjà été dit et on va vous expliquer un peu pourquoi et comment la MSA ou les MSA accompagnent les agriculteurs et les agricultrices dans la conception des bâtiments. Donc on va avoir déjà, bon, qui nous sommes, c'est quoi nos missions, hein, pourquoi on vient mettre, notre nez dans la conception des bâtiments, comment on intervient, en élevage et donc Adeline nous témoignera de méthodes, d'accompagnement qu'elle applique en ce moment, avec des agriculteurs et des agricultrices et moi je vous témoignerai d'un exemple de conception que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu passer, mais je ferai un focus sur, un équipement en particulier et surtout le comment ça s'est passé, l'accompagnement, la conception et les résultats et le recul qu'on peut avoir dessus aujourd'hui. Donc quelles sont les missions de gens comme nous, hein, là, parce que la MSA, c'est très, très vaste, hein, ce qu'on appelle le guichet unique, donc c'est la caisse de sécurité sociale des agriculteurs, plutôt connue pour sa mission de récolter les cotisations, mais il y a aussi des missions de service. C'est le cas de la santé sécurité au travail, qui en fait est décomposée. C'est une construction originale qui n'existe pas dans d'autres régimes de sécurité sociale, puisque nous, prévention des risques professionnels, on est sous le même chapeau que nos collègues médecins du travail et infirmiers en santé au travail. Et on a des équipes de secrétaire médical ou pour nous, une assistante au niveau prévention. Donc on a, j'allais dire, deux secteurs rassemblés dans un seul service avec peut-être un petit peu deux publics différents. Alors pour les conseillers en prévention des risques professionnels que nous sommes, on a une activité principalement liée au territoire. Donc là, je vous montre la carte de la MSA d'Armorique, mais bon, on trouve les cartes à peu près de toutes les MSA sur chacune de leurs sites. Donc moi, je suis plutôt du Nord Finistère et Adeline du Sud Finistère. Voilà, c'est un peu complémentaire. On agit par secteur d'intervention principalement pour les fermes. Mais par contre, il faut savoir qu'au régime agricole, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, des grands comptes, des entreprises de plus de 50 salariés. Et là, on va les répartir entre nous, soit par filière, en tout cas pas par territoire, parce qu'elles sont inégalement réparties dans le territoire. Si on raisonne pour le Finistère, ce qui nous concerne, ça va être principalement à Brest et Quimper, hein, les sièges sociaux des grands comptes, et on ne va pas tout mettre, des activités tertiaires de bureaux sur les mêmes conseillers. On va se les répartir. Le conseiller en prévention, c'est quelqu'un d'assez généraliste. Quand il arrive dans une ferme, il faut qu'il ait, un regard sur plein de sujets, que ce soit le risque de troubles musculo-squelettiques, chute de hauteur, machines, chimiques. Il peut être appelé aussi bien dans une production végétale qu'animale, ou plutôt d'une activité en lien avec du machinisme. Mais, comme on ne peut pas tout connaître sur tout, chacun d'entre nous va être référent soit, d'une filière, c'est-à-dire qu'il va s'informer au niveau technique, participer à des groupes de travail, donc sur ce qu'on appelle nous JEV, c'est jardins, espaces verts, bovins, légumes et cetera. Et puis aussi une approche par risque parce que, voilà, il y a de la publication en termes de santé sur les risques chimiques, les risques de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle TPS, c'est les troubles psychosociaux, le risque en lien avec les machines et cetera. Nous sommes agréés et assermentés, c'est important de le dire. La théorie voudrait qu'on puisse même mettre le pied dans la porte, mais ce n'est pas du tout notre posture de travail. Mais en tous les cas, on est aussi soumis au secret. Alors quel secret? Pas le secret, médical directement, hein, ça c'est le secret professionnel, c'est pour tout un chacun quand il fait du conseil, mais sur le secret de fabrique. C'est-à-dire que parfois, pour comprendre pourquoi quelqu'un s'est fait mal, on a aussi besoin de comprendre ce qu'il fait et ce qu'il fait, des fois, recouvre, je pense en transformation en lait, par exemple, la recette du fromage et ça, c'est protégé et c'est normal et donc pour autant, on a le droit de tout demander, mais on ne dira rien, de ce qu'on aura appris. Bon, ça fait rarement peur, mais peut-être plus dans des usines type, agroalimentaire. Donc dans nos missions, c'est assez vaste. Le conseiller en prévention des risques professionnels a la particularité d'accompagner aussi bien les salariés agricoles que les non salariés agricoles, hein, les indépendants, les agriculteurs, les agricultrices, dans leur démarche de prévention, parce que nous accompagnons tous ceux qui cotisent, aux accidents de travail, maladies professionnelles, puisque une de nos missions principales, c'est d'en éviter la survenue. Donc on va, essayer de regarder le côté risque, mais plus largement le côté amélioration des conditions de travail, tout en ne venant pas, contrarier la performance de l'entreprise. Bon, évidemment, on a aussi notre argumentaire que la santé, c'est un élément de la performance, comme on l'a vu dans les facteurs tout à l'heure. On a aussi, des missions qu'on appelle, régaliennes, en lien avec les demandes des ministères,
C'est-à-dire que quand il y a une maladie professionnelle, un petit peu particulière, un petit peu hors clou, on va enquêter, alors non pas pour déterminer les responsabilités, c'est pas notre rôle, mais pour déterminer l'exposition qui a pu conduire à la maladie pour qu'ensuite une commission décide. Et quand un accident du travail a provoqué des séquelles, voire un décès, on est amené à enquêter. Pareil, nous, notre rôle, c'est pas la recherche de responsabilité, c'est de comprendre pour mieux prévenir. Et puis les enquêtes pénibilité, c'est-à-dire qu'il y a des lois sur la pénibilité, notamment qui permettent de partir en retraite plus tôt quand on a été blessé. Et nous, parfois, on vient enquêter, notamment dans un cadre un peu précis, quand c'est un accident qui vous a blessé, pour voir s'il y avait, une pénibilité qu'on va rechercher, pour 17 ans de la carrière de la personne et on va l'aider à prouver qu'il y a eu cette pénibilité. Donc en théorie, une mission de contrôle de la prévention, d'après les textes, sécurité sociale, mais une posture beaucoup plus conseil, puisque aucun conseiller en prévention, MSA de France n'a jamais, mis une injonction à une entreprise. Alors comment on fait? Donc nous, on est, au plus proche du terrain, c'est-à-dire que oui, par exemple, on a à notre main des aides financières, mais on va jamais faire une aide financière sans avoir été voir l'activité de travail réelle de la personne. On va la regarder travailler, on va la filmer travailler peut-être même. Pour les grands comptes, on va être, informé et invité à ce qu'on appelle les CSSCT, les anciens CHSCT. On peut proposer d'intervenir soit en individuel, soit en collectif. Si des structures ou des partenaires ou nous-mêmes, on arrive à constituer un groupe, alors on va pouvoir, organiser et même financer des formations ou des actions collectives. Et puis on va accompagner les projets. Dans l'accompagnement des projets, dans les gros projets, souvent, il y a la notion de bâtiment. Et tout ce qui est aussi, projet transverse, c'est-à-dire parfois, soit on n'est pas les seuls en termes de caisse de santé à s'attaquer à ce sujet et donc on va travailler en région, mais tout réseau confondu, filière générale, gens de mer, agriculture ou soit des projets, comment dire? Transverses, tout à que agricoles, mais sur, plusieurs risques ou dans plusieurs régions. Donc je laisse la parole à Adeline qui va nous expliquer un peu, la notre façon d'intervenir en élevage. Bonjour. Donc nous intervenons en élevage pour, accompagner des projets de conception. Qu'est-ce qu'on appelle, pourquoi la prévention, s'intéresse à la conception, de bâtiments? Alors quand on dit, conception de bâtiments, ça peut être, un agrandissement, ça peut être, une modification de ce bâtiment. On s'y intéresse parce que, il y a des enjeux forts, comme on disait tout à l'heure. En termes de prévention, c'est supprimer ou réduire, au maximum, les risques professionnels à la source. C'est optimiser la performance de l'entreprise et les conditions de travail, favoriser, l'attractivité et la fidélisation des salariés et puis on sait que les modifications, a posteriori coûtent, toujours plus cher. Alors qu'est-ce que ça veut dire, optimiser la performance? C'est, par exemple, s'attarder sur, les circulations, les flux, autour ou, au sein du bâtiment. Supprimer ou réduire, les risques professionnels à la source, ça va être, réfléchir à la taille des espaces, aux largeurs, pour entrer dans le bâtiment ou, au franchissement. Par exemple, quand on a, un taxi-lait, on va éviter, les marches. L'objectif, c'est vraiment de prendre en compte, toutes les dimensions, de la performance dans la conception du bâtiment, y compris vraiment la réalité du travail. Alors comment on accompagne ces projets? On va, utiliser des outils, de mise en situation qui sont, issus de l'ergonomie. On va, vraiment mettre, le travailleur ou les travailleurs au centre du projet. On va les observer, travailler. On va, échanger avec eux pour vraiment avoir, une compréhension, fine de leur activité. On peut même être amené à les filmer et à visionner avec eux, ces films pour, qu'ils nous expliquent vraiment, pourquoi ils procèdent ainsi. Hem, Comment ils procèdent, par exemple, quand il y a des aléas, parce qu'il y a toujours des aléas. Ça va nous permettre de définir,
vraiment les besoins, de ce futur bâtiment. Qu'est-ce qui fonctionne et que je souhaite, conserver? Et quels sont les facteurs contraignants, que, du coup, ben, je vais transformer dans mon bâtiment de demain? À partir de ça, on va, vraiment établir un cahier des charges et ce cahier des charges, il va être transmis, au technicien bâtiment qui va intégrer également les autres, dimensions de la performance, hein, dont on parlait précédemment, comme, le bien-être animal, comme, les exigences, de production, par exemple. Et le technicien bâtiment, il va, établir un plan. Et ce plan, on va, par exemple, établir une maquette. À partir de ce plan, on va le modéliser pour, permettre aux travailleurs de simuler leur travail. Ça veut dire qu'à partir de figurines, il va, vraiment incarner, jouer son travail pour vraiment se rendre compte, hem, hem, bah, que le bâtiment a été, enfin ne contraint pas le travail. Et là, si on se rend compte vraiment que le bâtiment, convient, eh ben, il y aura le dépôt de permis et sinon, bah, on reboucle, avec de nouvelles observations. Hem, pour illustrer cette méthode, on a à gauche un plan établi par un technicien bâtiment sur un bâtiment en bovin allaitant. À droite, on a, une mallette qui a été, développée par la MSA pour accompagner à la base des projets de conception de contention et qu'on a utilisé ici pour un projet de bâtiment. On a en fait, reproduit, le plan, on a modélisé le plan du technicien bâtiment, et on a, invité les travailleurs à, se saisir des figurines. Donc là, on voit qu'il y a des animaux, il y a l'éleveur qu'on voit en tout petit, en vert et il y a aussi des engins et on a vraiment demandé aux travailleurs de, par exemple, bah, voilà, comment tu fais quand tu vas distribuer l'aliment, par exemple? Et du coup, bah, il va, se déplacer au sein du bâtiment, pour, vraiment, qu'on se rende compte, est-ce qu'il travaille, par exemple, bien en sécurité, au sein de ce bâtiment? Autre, autre outil, on peut utiliser, par exemple, des maquettes en carton plume. Là, ça a été utilisé pour des ateliers pédagogiques dans un établissement scolaire. Donc on a par exemple, l'atelier, maintenance, où on a modélisé, l'ensemble des équipements, utilisés, pour se rendre compte, bah, des espaces, pour, bah, anticiper. Par exemple, j'ai un besoin à un endroit de l'atelier que, le sol soit renforcé par rapport au poids des moteurs que je vais placer, bah, il faut, que j'ai réfléchi à l'agencement de mon espace, au préalable. Autre outil, la modélisation 3D qui, peut être utilisée, vraiment pour, réfléchir, au flux, aux circulations, au sein du bâtiment ou autour du bâtiment, éviter, évidemment que se croisent, voilà, ces circulations pour éviter les accidents. En MSA d'Armorique, et en accord avec, nos élus, on a, des dispositifs, d'accompagnement, sur ces projets en conception de bâtiments. Hem, pour les entreprises comptant plus de 0,5 équivalent temps plein salarié, on a un dispositif d'aide, où la MSA va prendre en charge, 80 de l'intervention d'un ergonome et on va travailler, le conseiller MSA, les salariés
l'ergonome et bien sûr les dirigeants, sur ce projet de bâtiment. L'idée, c'est vraiment d'intervenir, le plus tôt possible, idéalement, en fait, avant le dépôt de permis de construire. Pourquoi? Bah, c'est pour pouvoir avoir, des marges de manœuvre, notamment si on se rend compte que, les espaces ont été, sont trop petits, par exemple, ou l'orientation du bâtiment vaut mieux, la changer. Pour les exploitations comptant moins de 0,5 équivalent temps plein, salariés, c'est le conseiller MSA directement qui va, intervenir en utilisant, les méthodes de l'ergonomie. Également, là aussi, le plus tôt possible et en impliquant vraiment, les travailleurs, dans ce projet. Donc on va vous illustrer par un exemple de conception qui est déjà un petit peu connu, hein, parce qu'ils ont pas mal témoigné, ce que ça peut conduire à faire ou quel changement ça peut, provoquer, et donc je vais vous parler d'un accompagnement de projet qui est connu parce qu'ils ont pas mal témoigné, hein. C'est Henri et Alain, Cornec à Ploudéry dans le Finistère, donc c'était un de mes premiers accompagnements, avec une notion de conception de bâtiment et il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites, chez eux, notamment pour leur post-sevrage. Mais là, je vais faire un petit focus sur leur fameux, ascenseur à porcelet, parce qu'il est un petit peu connu. C'est à peu près les seuls à avoir ce genre d'équipement. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, on avait une maternité et 5 mètres plus bas, le post-sevrage et que le projet, c'était d'agrandir ce post-sevrage, mais toujours, situé à 5 mètres en contrebas, du bâtiment de maternité. Et jusque-là, ils utilisaient une remorque, aménagée et ils y chargeaient jusqu'à, 100 porcelets par trajet et le fait d'agrandir les capacités de l'élevage, ça signifiait augmenter, le nombre de trajets, le jour, du sevrage. On en était à 8, bientôt 12 trajets par journée et c'est pas des grands trajets, mais à chaque fois, il faut charger en franchissant des barres de renfort, en sollicitant son dos, ses membres inférieurs, à des risques de heurts et surtout des risques de heurts, piétons-engins, puisqu'à chaque fois, il fallait, reculer au quai, charger, avancer un peu et reculer sur un autre quai. Donc avec des manœuvres de marche arrière, des coactivités, piétons-engins. Et par contre, les 5 mètres, ils étaient toujours là et on était bien obligés de faire avec. Donc moi, au moment où je suis arrivée en termes de conseils, ils avaient déjà l'idée de leur ascenseur et donc l'idée, c'est d'accompagner les idées. On ne va pas venir complètement contredire, ce qu'a dit le technicien bâtiment ou le conseil qui a été porté. Le but, c'est pas de perdre, le porteur de projet, en venant contredire, mais venir questionner, comme l'a dit Adeline, jouer le travail et puis nous, notre plus-value aussi quand même, c'est que parfois, il y a des notions réglementaires que certains n'ont pas et que nous, on a parce que, comme je vous le disais, malheureusement, on a aussi le recul des accidents de travail et on a le regard de quelles responsabilités ont été posées par rapport à quelle réglementation quand ça s'est mal passé. Et donc moi, il fallait absolument pas que ça devienne un ascenseur au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire, une cage de montée-descente dans laquelle, monteraient les humains. Parce que, là, ça devient un ascenseur et qu'en termes réglementaires, un ascenseur, c'est extrêmement contraint et donc pas du tout, adapté ni au budget, ni à ce qu'avaient projeté, les éleveurs et leurs salariés. Donc on a, simulé le travail, mais dans cette structure-là, il y avait, une chose posée avec les équipes depuis le départ, c'est on veut travailler en équipe. Ça fait partie de l'attractivité métier chez nous. Les gens veulent travailler à plusieurs. Quand il y a du sevrage, on le fait à plusieurs. Quand il y a de la vaccination, on le fait à plusieurs. Et ça, c'était calé dès le départ et l'équipe de travailleurs, que ce soit les 2 associés ou les salariés, y adhéraient complètement. Donc ça avait été déjà posé. Donc le but, ça a été de stimuler le travail en se calant sur les habitudes. On va travailler à combien ce jour-là? Ça va être quoi, les besoins en termes de communication des uns par rapport aux autres avec cette différence de niveau? Et moi, je vais poser des besoins supplémentaires avec ce côté réglementaire comment faire pour que naturellement, on ne va pas juste poser un panneau et dire: «Faut pas monter dans la cabine». Ça, on sait qu'en prévention, ça ne marche pas. Il faut que naturellement, avec leur organisation du travail, cet équipement vienne s'inscrire de telle façon que c'est naturel d'aller charger les porcelets dedans sans y monter soi-même.
Donc en termes de réalisation, donc là, vous avez une photo en cours de réalisation puisqu'on voit qu'il n'y a pas encore tout le bâtiment post-sevrage autour avec cette fameuse, cage d'ascenseur qui, en fait, derrière, va plus ressembler à un monte-charge du point de vue réglementaire, où en fait, il a fallu discuter, de la réglementation machine, la directive machine traduite dans le code du travail, qu'est-ce qu'elle dit sur cette particularité des monte-charges? Le cahier des charges, c'était, du coup, on se voit, à charger les porcelets, fermer la porte et là, on sait d'avance, nous, dans cette structure-là, qu'il y aura du monde en haut et du monde en bas. C'est convenu entre eux, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, on a mis des boutons de commande à l'extérieur, en commande maintenue. Comme ça, les personnes sont toujours en surveillance de ce qui se passe et dès que je relâche le bouton, la montée-descente s'arrête. Et ceci est rendu possible uniquement si la porte est fermée. Alors la porte, c'est une porte grillagée suffisamment haute pour que je puisse pas passer mon bras de la cabine, enfin de toute façon ça ne marcherait pas, à, rester appuyé sur le bouton puisque les boutons sont à l'extérieur et en commande maintenue. Donc la même chose en bas, il faut que la personne du bas appelle la cabine, en restant appuyé. Ça lui permet de surveiller la zone à risque d'effondrement de charge, d'ouvrir la porte, de décharger les porcelets, de refermer la porte et de communiquer à l'opérateur en haut que c'est vide. En l'occurrence, oui, je vais revenir. En l'occurrence, là, la communication, on s'est tout simplement assuré que la voix passait et qu'il n'y avait pas besoin de mettre des micros, des lumières ou des caméras pour communiquer. Aujourd'hui encore, ils parlent tout simplement, la voix passe très bien, dans la cage. Mais, l'essentiel était posé et s'il avait fallu compléter par des moyens de communication, ça, on pouvait encore l'arbitrer après la conception. Il y a eu d'autres réalisations assez connues dans cet élevage. On parlait d'espace à conserver ou à garder pour se garder des marges de manœuvre dans le travail. Eux, clairement, ils ont voulu tenter, une fosse de vaccination à hauteur d'homme et donc fosse, c'est-à-dire que c'est l'humain qui descend et les porcelets, eux, arrivent. Donc quand on ne vaccine pas, ça donne ce que vous voyez à gauche sur la photo et quand on vaccine, on installe 2 cases de vaccination et un espace de travail, en fosse. Mais ça, il fallait le prévoir dès le dépôt du permis de construire, dès la dalle. Et de la même façon, donc pareil, ils ont conçu 2 cases, ce qui leur a permis de coller avec leur organisation à 3, c'est-à-dire qu'un va chercher, emmène, un vaccine et un va ramener en case, et on peut tourner, si nécessaire en termes d'organisation. Il y a également une balance de pesée avec des commandes magnétiques, c'est-à-dire qu'en fait, assez naturellement, quand je sors de ce fameux enfin, quand les porcelets sortent de ce fameux, descenseur, monte-charge, ascenseur, ils vont aller naturellement sur cette balance. J'aurai, en avance ouvert une porte, fermé celle du fond. Je referme derrière eux et pour ouvrir celle du fond, j'ai pas besoin d'y aller moi. J'appuie sur le bouton qui est près de moi et naturellement, comme les gonds sont pas tout à fait alignés, en fait, il y a un dévers, ça va s'ouvrir. En conclusion, hein, c'est Alain Cornet qui témoignait dans Le Paysan breton. Pour améliorer les conditions de travail, ils ont décidé d'associer les salariés, les gens qui travaillent, donc eux et les salariés, à la réflexion des équipements et à l'organisation du travail lors du projet de post-sevrage. Et puis, si vous voulez voir plus en profondeur leur réalisation, je vous ai mis le lien, c'était lors du SPACE avec Caroline Depudan. Donc, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, on est prête à répondre, Adeline et moi. Merci beaucoup pour, votre intervention. Donc, plusieurs questions, hein, intéressantes. Donc on va afficher les questions au fil de l'eau. Première question, qui a été posée: quelle source, de recommandations, utilisez-vous pour la conception? C'est-à-dire Alors, est-ce que vous avez si des c'est sources, des ressources ouais. sur lesquelles, on peut s'appuyer pour les recommandations que vous pouvez effectuer lors de la conception? C'est là que le travail est un peu vaste parce qu'il y a des sources, réglementaires en fonction de l'activité qui va y être, menée. Par exemple, voilà, là, pour l'histoire de l'ascenseur et ben, l'ascenseur, en fait, est une machine. D'ailleurs, ça, pour nous, c'est important comme message à faire passer. Parfois, les concepteurs de bâtiments ou les gens qui commandent quelque chose pour leur bâtiment ont l'impression qu'ils sont tout seuls à en être responsables. Sauf qu'en fait, ce qu'ils vont créer, réglementairement, va être considéré comme une machine. Je pense à des chaînes d'aliments reliées à des machines à soupe, ou des choses comme ça. Et là, il y a toute une réglementation qui vient s'imposer, travail, salarié ou pas, dans le sens où on considère qu'on a mis sur le marché européen une machine en, en créant, un ensemble, mécanique qui va fonctionner avec des commandes, par exemple.
Donc là, on va aller sur la réglementation machine et traduite potentiellement dans le code du travail. Mais à chaque fois, ça va être une réglementation différente qu'on va aller chercher. Et puis en recommandation tout court, alors c'est vrai que je ne l'ai pas préparé là, mais l'INRS met à jour très régulièrement un gros pavé qui vraiment fait référence pour les gens qui font du conseil ou les gens qui veulent aller voir, qui est sur la conception des bâtiments. C'est ça que je pourrais le retrouver, peut-être mettre dans le chat après, hein, et qui mettent à jour, et notamment cette notion de faire jouer le travail, etc. Ils l'ont rajouté, mais en même temps, il y a plein de références réglementaires assez bien résumées pour pas trop vous perdre et par thématique. Donc celui-là, c'est un peu la bible du conseiller pour la santé et sécurité au travail en lien avec les bâtiments. Et puis, après, ça peut être aussi des recommandations IDEL, hein, chambre, enfin voilà, on essaye d'aller trouver les sources. Comme je disais, le but aussi est de ne pas venir tout contrarier, contredire, mais bien d'accompagner. Très bien, merci. Autre question, quel est le coût de cet accompagnement? Alors en fait, vous payez par vos cotisations pour ce qui est du conseiller en prévention des risques professionnels. C'est à nous d'arbitrer en fonction de notre disponibilité, de la proportionnalité en lien avec le projet, hein. Plus le projet est grand, plus et implique du monde, plus nous, on va, s'autoriser à y passer du temps. Et après pour, un ergonome que l'on mobiliserait, peut-être Adeline, tu as des ordres d'idées là sur les prestations en Après, cours? ça dépend du projet, mais les derniers projets qu'on a accompagnés, on est sur une enveloppe à peu près de 15 000 €. D'accord, Là-dessus, on peut accompagner aussi sur l'appel d'offres, auprès des ergonomes. On va pas vous dire: «Faut travailler avec tel ergonome». On va vous proposer, 3 mettons, intervenants pour que vous puissiez arbitrer entre ce que vous souhaitez et puis le coût. Et on aide au choix. Oui. très bien, merci. Autre question, tout ceci est-il valable dans toutes les MSA de France ou spécifique à la MSA d'Armorique? Alors pour le financement de l'ergonome à 80 c'est vraiment une aide spécifique qu'on a montée à la MSA d'Armorique. Pour l'aide à la conception du conseiller, tous les conseillers de France et en plus les profils de conseillers, de plus en plus sont orientés ergonomie, hein, parce qu'on a des profils très divers et variés qui se complètent. Donc le conseil sur, vous voyez la mallette MSA, elle est pas armorique, hein, la mallette avec les petites vaches là, c'est un outil national. Après, on va être plus ou moins à l'aise selon qu'on a déjà, visualisé, cette activité-là, et des fois même, entre nous, on passe des appels au réseau national quand on est moins à l'aise. Est-ce que vous avez déjà accompagné un projet, je sais pas moi, au vin parce que vous en avez jamais fait? Ce qui fait que nous, conseillers bretons, on est assez souvent interrogés sur les projets porcins, par exemple. Très bien, merci. Une autre question, sur combien de projets êtes-vous intervenu avec ces méthodes, en sachant que par expérience, on remarque que les éleveurs donnent finalement peu de temps aux concepteurs pour travailler à la conception, que ce soit pour une question de temps ou coût du conseil? Alors quand c'est que le conseiller, le coût du conseil, bon, ça, il sait que c'est en lien avec, ce qu'ils cotisent à la MSA, donc c'est invariable. Donc là, ils sont assez contents de prouver que ça, pour le coup, c'est pas facturé, à l'heure ou autre. Après, le temps à nous consacrer, je veux dire qu'Adeline, je lui ai demandé de témoigner parce que, je sais pas, elle a la fibre, ça marche assez bien. Elle arrive à mobiliser du monde, hein. Elle a témoigné il y a pas longtemps, dans le Paysan breton, mais Sur ces 2 dernières années, en élevage, heu, j'ai accompagné deux projets, un en bovin lait et un en bovin alezan. Et D'accord. ils nous accordent du temps parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont à gagner, en fait, hein. Il y a de tels enjeux, que, heu, qu'ils comprennent vite, en fait, ce qu'ils ont à gagner. c'est aussi en lien avec, l'expérience personnelle, des associés ou de l'agriculteur, dans le sens où si, quelle est la dimension la dimension santé, à quel point ça le touche, de par l'expérience aussi, Et quoi. puis il y a vraiment, une grosse carte à jouer sur toute la question de la fidélisation et de Oui, l'attractivité, en fait, ça hein, oui. clairement, heu, ouais, je pense que Oui, ça touche gros enjeu. aujourd'hui. Ouais, ça touche aujourd'hui. Très bien, merci. Autre question, mais je ne sais pas si on y a déjà répondu précédemment, à moins que je la comprenne un peu vous la compreniez un peu différemment. La MSA prend-elle, en charge des prestations de conseil extérieur sur les bâtiments? Alors du pur conseil bâtiment en soi, non. Une intervention d'ergonome
ça d'ailleurs, si vous allez comparer avec le régime général. D'accord. OK. Combien de temps, passez-vous, par conseil? Très variable, on essaye de proportionner au projet, on va dire. D'accord. Le temps qu'il faut. Non, ça peut aller assez vite, hein. Moi, bon, après ça dépend, qu'est-ce qu'on y met dans le conseil, parce qu'on fait pas que du conseil bâtiment. Si en plus, il faut apporter un éclairage sur son document unique d'évaluation des risques professionnels, là, ça fait un peu double mission, mais on peut aller très vite à du 2 heures et demie, ouais, sur, sur un diagnostic, quoi, un premier diagnostic et puis on va se revoir. D'accord. Proposez-vous des formations pour sensibiliser les exploitants aux risques, souvent observés sur le terrain par filière? Non, mais comme on disait, en fait, on n'est pas du tout fermé, notre problème est plutôt en lien avec le recrutement. Parce que quand on dit: «La MSA vous propose une formation», bon, ils vont pas tout de suite là se dire: «Tiens, c'est en lien avec le travail, le terrain». Mais par contre en partenariat, on peut monter des formations à la demande. On a souvent les syndicats, de la vache, normande ou autres qui peuvent nous solliciter. Les élus MSA sont aussi force de proposition là-dessus. Et puis parfois, il y a des formations en document unique, où on va aborder les risques et on peut le faire par filière, ça va dépendre du groupe qu'on va réussir à constituer. Ou sur la contention animale, Par par exemple, exemple. oui, ça oui. Mmh. OK. Une question un peu similaire sur les formations. Proposez-vous des formations sur l'ergonomie en dehors de la conception du bâtiment? Par exemple, plutôt sur un bâtiment déjà existant et notamment pour les femmes éleveuses par rapport aux charges à porter, aux hauteurs de tâches et cetera? Alors c'est tout nouveau. Je suis dans le groupe, santé au travail des femmes, groupe régional puisque c'est une préoccupation nationale, parce qu'il y a vraiment un sujet sur la sinistralité des femmes au travail, notamment quand le travail est physique. Et donc si des groupes, féminins ou mixtes, veulent nous solliciter sur la question, on peut non seulement intervenir, mais aussi payer un intervenant. Vous voyez, j'essaye de concevoir en ce moment même une formation périnée et travail. Donc voilà, c'est dans les sujets, oui. Très bien, merci. Il restera 3 questions. Le conseil est primordial, surtout si cela concerne le bien-être animal et celui de l'éleveur. Alors c'est une question, pas piège, mais vous allez peut-être pouvoir y répondre. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'y accorder une subvention complémentaire? Bah, en fait, on n'a pas une liste, de mesures de prévention que l'on finance parce qu'on sait que ça a un effet, si on dit: «On finance ça, 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 ça a un effet augmentation du prix. C'est ce qu'on explique souvent, aux gens qui nous contactent. C'est pour cela que toute aide financière doit d'abord faire l'objet d'un premier échange avec le conseiller, et on va décider si oui ou non on fait l'aide et après on est un peu contraint par un cadre, qui est tous les 5 ans, qui va un peu pour l'instant, qui est toujours un peu sur une approche risque. C'est-à-dire il faut qu'on argumente. En fait, on construit un argumentaire sur quel risque, on fait la subvention. Donc ça peut s'argumenter. Après tout ce qui est formation, on ne le prend pas parce qu'il y a les OPCA, les financements de formation et donc du conseil potentiellement peut être pris en charge, mais il faut qu'on argumente sur le fait que ça va avoir un vrai effet, santé, type troubles musculo-squelettiques, chute de hauteur ou autre. Donc c'est pas du tout fermé. Maintenant, dire juste: «On va, financer du conseil bâtiment», si en face, le conseiller bâtiment est pas prêt à nous entendre dire: «Là, ta conception de machine à soupe, tout ça, moi j'estime que c'est pas réglementaire». Voilà, ça va dépendre un petit peu. C'est pas Très bien. fermé. Très bien. Et il y avait 2 questions, mais qui vont être similaires, donc je vais les faire à la suite. Avez-vous des fiches d'aide à la décision pour convaincre l'éleveur de se pencher sur l'intérêt de ses réflexions? Et l'autre question, et ce qui sera la dernière, avez-vous des fiches pédagogiques simples sur l'intérêt de réfléchir sur l'amélioration au quotidien pour convaincre les éleveurs qu'il existe des solutions qui ne coûtent pas toutes chères? Voilà. Pour la question sur, est-ce qu'on a un document pour expliquer, enfin, avec les arguments pour, heu, sur nos accompagnements, voilà, c'est en cours de création, en fait, parce que ces accompagnements en prévention primaire sont récents et on est en train de créer des outils de communication. Donc ça va venir. Après pour le côté trucs et astuces un petit peu, non, on n'en a pas. Maintenant la MSA, va pas tout recréer ce qui existe déjà, hein, parce qu'il y a eu on a été partenaire de concours trucs et astuces et cetera et donc des fois effectivement, moi ça m'est arrivé de faire des aides financières où il y avait,
plus beaucoup de conseils, pas mal d'autoconstruction et un petit peu de financement finalement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marie et Adeline, pour votre intervention et les réponses aux questions. Donc, je propose que l'on poursuive le webinaire avec on va revenir donc dans l'ordre initial avec une intervention donc de Nathalie Ostillou, donc qui a dû du coup pouvoir régler ses problèmes de connexion, voilà, sur l'automatisation et les nouvelles technologies, quel impact sur le travail. Je te laisse la parole, Nathalie. Merci. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon pour le son? C'est bon, merci. Oui, désolée vraiment pour les petits soucis techniques tout à l'heure, mais j'ai changé de bureau, d'ordinateur et de connexion internet, donc ça semble aller mieux. Donc, comme Frédéric le disait, je m'appelle Nathalie Ostiou, je suis chercheuse à INRAE au sein d'une UMR qui s'appelle l'unité mixte de recherche qui s'appelle Territoire. Et donc, ces recherches sur automatisation et impact des nouvelles technologies, je les mène avec des collègues de l'Institut d'élevage, des chambres d'agriculture, au sein du RMT Travail en élevage déjà depuis une petite dizaine d'années. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit peu une synthèse de ce que nous avons pu entendre de la part d'éleveurs lors d'enquêtes qu'on a fait sur plusieurs filières, aussi bien en bovin laitier, en élevage de porc qu'en élevage de volaille, ainsi que de la littérature scientifique comme de la presse professionnelle, des échanges avec des conseillers. Alors juste pour serrer un petit peu mon propos, parce que quand on parle de numérique, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Donc là, j'ai repris une présentation faite par WikiAgri, qui rend compte un peu la diversité des outils numériques en exploitation agricole. Et moi, je vais me centrer essentiellement sur ce qui classe dans observer et mesurer, plutôt à l'aide de capteurs dans les bâtiments, bien sûr, mais également à l'extérieur, sur les animaux. Et également l'autre catégorie qui s'appelle agir et appliquer sur le terrain. On peut être notamment sur des questions de robotique. Voilà, donc je ne vais pas tout prendre en compte en fait dans mon intervention. Je pense que c'est des chiffres que vous connaissez, mais juste pour donner à voir, en fait, les automates et les capteurs sont en croissance assez importante dans les élevages, surtout l'élevage laitier avec le robot traite, mais également dans l'élevage bovin allaitant, porc et volaille, sur des systèmes plutôt de nettoyage ou de détection, de surveillance des ambiances. J'ai repris également là quelques données de la chaire agrotique qui montrent un petit peu finalement quels sont ces outils du numérique. Alors on a parlé de tout à l'heure de high-tech et de low-tech. Moi dans mon intervention, je me centrais essentiellement sur les technologies high-tech, mais on pourra discuter ce que c'est le low-tech dans ces élevages et en bâtiment en discussion si vous le souhaitez. Donc ces capteurs et ces automates sont essentiellement en bâtiment en fait, de manière générale, dans toute la diversité d'automates capteurs qui sont produits et vendus sur le marché, en élevage de porc comme en élevage avicole. On est surtout sur des systèmes plutôt pour alimenter les animaux, pour la gestion également de l'ambiance, des paramètres dans les bâtiments. Alors là, désolée de voir un petite présentation animée, mais c'est pas grave. En haut à droite, ce sont des données de l'Institut de l'élevage qui ont fait un recensement par enquête auprès d'éleveurs des technologies qu'ils utilisaient. Donc là, en haut à droite, en bleu, ce sont les équipements en élevage laitier. Et concrètement, on se rend compte que, sauf le grisé bleu qui est plutôt des technologies utilisées à l'extérieur, tous les autres, que ce soit des capteurs, que ce soit des automates, de la robotique, sont utilisés essentiellement dans les bâtiments. C'est la même chose sur le graphique en bas, qui est plutôt pour des élevages de bovins allaitants. Et dans les élevages bovins laitiers, là, ce sont les histogrammes rouges et verts. On se rend compte qu'en rouge, le nombre d'équipements, d'automates et de capteurs est plus important quand il n'y a pas d'accès au pâturage, ce qui veut dire que finalement, beaucoup de ces équipements se retrouvent en bâtiment. Alors, quand on parle du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le choix de s'équiper ou pas peut provenir, bien sûr, d'un besoin ou d'une attente économique, mais c'est pas uniquement ça. On voit que les attentes pour se libérer du temps sont mis en avant, vous le savez, par les éleveurs, dans toutes les filières confondues. Caroline l'a présenté tout à l'heure, mais ce que je vais montrer, c'est que c'est pas uniquement le temps de travail qui va changer en fait quand on va parler quand les éleveurs vont s'équiper par des automates et ou des capteurs. On est bien sur une
une modification qui va être multidimensionnelle de ce travail, qui peut être soit transformer les temps de travail, la souplesse des horaires de travail, le contenu du travail, la pénibilité physique comme la pénibilité mentale, la relation de l'éleveur à ses animaux et l'autonomie décisionnelle. Donc je vais balayer un petit peu tous ces différentes dimensions. Alors, effectivement, quand les éleveurs s'équipent d'automates, essentiellement un petit peu de capteurs, mais là on est plutôt surtout des automates qui vont réaliser la tâche physique à la place de l'éleveur. Donc on est sur des systèmes de distribution des aliments, de traite. Là on observe une baisse du temps de travail. Je vais présenter quelques chiffres par la suite. L'utilisation de ces technologies va permettre également de réduire la charge, ou permettrait de réduire la charge en temps de travail, parce qu'il y a une collecte d'informations qui va être automatisée, un stockage facilité, un traitement rapide. Les éleveurs peuvent avoir un ensemble d'indicateurs représentés sous forme graphique pour certains, pour aider à prendre la décision à l'échelle de l'animal ou du troupeau. Et puis souvent, pour une partie de ces capteurs, on va focaliser, enfin en tout cas les éleveurs vont focaliser plutôt sur ce qu'on appelle un animal, enfin les animaux qui vont nécessiter une attention particulière, parce que soit il y a un changement de stade physiologique, c'est notamment quand il y a des vélages ou des mises bas ou des chaleurs, ou également des questions de santé. Alors, si on fait un petit peu le point, finalement, on parle effectivement que ça peut faire gagner du temps, mais finalement, dans toute la panoplie et la diversité de ces outils en termes de capteurs et de robots existants, finalement, la quantification ou les gains de temps possibles, la quantification de temps possible, a été réalisée uniquement pour certaines. Je ne vais pas les balayer toutes. Bon, le plus fameux, celui qui a été beaucoup plus travaillé, c'est le robot traite. On estime que ça peut faire gagner de 20 à 50% du temps de travail annuel, soit à peu près 2 heures par jour pour un troupeau de vaches laitières. Là, on parle du travail d'astreinte, du travail à réaliser au quotidien. Le robot d'alimentation, on est sur des variables, enfin des gains de temps relativement variables selon la taille du cheptel. On estime sur des données en France à peu près 1 heure pour un troupeau de 280 animaux. Et puis les détecteurs de chaleur, on est sur une très forte variabilité. Sur des élevages allaitants en France, on est de 10 minutes à 1h30 par jour. Ça dépend du nombre d'animaux et d'un ensemble de facteurs. Finalement, ce qu'on rend compte que ce gain de temps, il n'est pas si évident que ça en fait. D'une part, parce que le gain de temps, une fois que l'équipement est arrivé, va dépendre du stade initial, de l'état de l'équipement initial. Sur une salle de traite robotisée, un robot traite par rapport à une salle de traite qui est en relativement ergonomique et qui permet de réaliser le travail pour les hommes et pour les animaux convenable, le gain de temps va être moindre que si une salle de traite qui est un peu plus ancienne. Et on se rend compte notamment, ça c'est les travaux de Théo Martin, que les méthodes pour quantifier les gains de temps sont relativement variables. On ne prend pas en compte les mêmes tâches, les mêmes personnes, les mêmes méthodes, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment non plus d'objectivation seule et unique. Ce qu'on voit aussi, c'est que les éleveurs vont réinvestir le temps de manière très différente. Pour certains vont dire c'est un moyen de gagner, d'avoir du temps libre pour soi, pour la famille, pour d'autres activités. Et puis pour d'autres, ça va être ce temps potentiellement gagné, réinvesti dans l'agrandissement des surfaces, du nombre d'animaux, et ce qui fait que certains vont dire que même ils ont peut-être été tirés un petit peu trop loin dans ce processus d'agrandissement, et finalement la charge de travail au final avec les équipements, les automates et capteurs est bien plus importante qu'auparavant. Et ce qui marque aussi, là, c'est surtout pour des éleveurs laitiers équipés de robots traite, c'est que les éleveurs ont plutôt une perception de travailler plus, parce que justement, ce robot de traite va modifier la façon de faire le travail, notamment les horaires de travail, faisant qu'il y a des journées qui sont beaucoup moins structurées par des horaires de traite fixes. On n'a plus la traite le matin et le soir. Et finalement, ce que les éleveurs expriment, en fait, au-delà des gains de temps, qui n'est pas toujours important et des fois qui n'existe pas, il faut le dire, ce qui est important pour eux, c'est plutôt la flexibilité ou la souplesse dans les horaires de travail permis par ces nouvelles technologies, parce qu'il y a des horaires de traite moins flexibles.
Donc on n'est pas obligé d'aller forcément nourrir les animaux matin soir ou les traire également. Les éleveurs disent également qu'ils peuvent réaliser des tâches à d'autres moments de la journée, notamment la surveillance des animaux. Ça se fait plus à certains moments, mais quand les animaux sont au bâtiment tranquilles. Et ça permet également pour certaines technologies, capteurs, de diminuer les interventions de nuit, notamment pour la surveillance des mises bas. Alors, du contenu du travail, je ne vais pas forcément développer tout, mais ce qu'on voit, c'est que la façon dont le travail est réalisé va changer. On a de l'astreinte qui va être amenée par l'utilisage de ces automates et de ces capteurs, notamment la consultation des données, le suivi des animaux, le faire en sorte que tous ces équipements fonctionnent bien, parce que ça tombe aussi en panne comme mon ordinateur tout à l'heure. Et des données montrent que finalement, dans une exploitation équipée d'un ou plusieurs robots de traite, désolé, en fait, il y en a beaucoup d'informations sur les robots de traite, un petit peu moins pour d'autres équipements parfois. 40 minutes, l'agriculteur ou l'éleveur ou l'éleveuse passera environ 40 minutes devant son ordinateur chaque jour, sachant que c'est fois la première tâche réalisée le matin. Ensuite, pour finalement, il y a d'un certain commun accord que ces technologies permettraient de réduire la pénibilité physique du travail en déchargeant l'éleveur de tâches contraignantes et qui finalement serait un plus en tout cas pour sa santé physique. Et ce, pour différentes raisons qui dépendent finalement des différentes technologies. Le robot traite, comme je disais tout à l'heure, ça permet de remplacer la charge physique de la traite. Il y a un bon nombre d'éleveurs et qui expriment des tensions, des difficultés au niveau des poignets, des épaules, etc. Donc qui ont des douleurs dans le corps. Donc ce robot permet finalement de réaliser la traite, en tout cas à la place des éleveurs, mais en tout cas la traite physique si on peut l'appeler. Après il y a tout le suivi des animaux qui reste à réaliser par les agriculteurs. En élevage porcin, ça va être notamment l'utilisation de capteurs pour mesurer le niveau d'aliments dans les silos, donc qui permet d'avoir une vision rapide finalement du niveau de concentré qui reste dans les silos et de pouvoir en commander d'autres rapidement. Et puis également en élevage de porc, on voit ça permet des réseaux de communication qui permettent de piloter les automates à distance, la soupe, les stations de traitement, la ventilation, et qui peut permettre de limiter les déplacements entre sites distants et entre bâtiments. Pour ce qui est de la charge mentale, en fait, on a plutôt des expressions diverses de la part des éleveurs et éleveuses. Donc là, c'est un petit peu la photo qui est l'image qui est représentée devant un agriculteur qui est devant une multitude d'écrans, qui est un petit peu perdu sur le type d'information qu'il doit garder, mobiliser, utiliser, et comment tout ça peut aider à sa prise de décision pour travailler au mieux avec les animaux, notamment en bâtiment. Donc des éleveurs nous ont exprimé le fait d'avoir ces données transmises par ces capteurs et ces automates, pour eux est plutôt un plus, un atout, parce que ça permet d'avoir des informations de nature multiple et variée, et qui pour eux permettent de réduire la part d'approximation ou d'incertitude. En fait, c'est-à-dire que le capteur, dans un environnement où il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, peut aider à choisir la meilleure option. Notamment, c'est le cas dans la détection des chaleurs, qui sur certains animaux et certaines races ne sont pas toujours visibles. Et le détecteur, notamment de chaleur, est un plus dans ces situations, en fait, pour savoir quand l'animal est en chaleur et donc réaliser ensuite les inséminations. Mais on observe aussi beaucoup, si ça permet de réduire l'incertitude de la prise de décision et du suivi de l'état physiologique des animaux, dans certains cas, c'est plutôt un accroissement des sources de stress qui sont exprimées. Et ces sources de stress sont exprimées de nature relativement différente selon les éleveurs. Elles peuvent même être plusieurs dans un même élevage. Elles sont souvent exprimées lors de la phase d'adoption des outils, parce qu'il faut apprendre à travailler avec. Et souvent, les éleveurs disent que les animaux arrivent à mieux s'adapter que les éleveurs eux-mêmes, parce que pour certains, ça va remettre en cause, en tout cas transformer assez profondément la nature de leur métier, la façon dont le travail se fait. Donc il faut des fois des périodes d'adaptation de plusieurs jours, semaines, voire mois pour certains de ces outils. Ce qui revient relativement souvent aussi, ça dépend bien sûr de la nature du capteur et du type d'alerte qu'il va envoyer. C'est souvent des alertes qui sont jugées trop fréquentes, à n'importe quel moment du jour,
de la nuit, aussi dans les activités, professionnelles, et comme, familiales. Et certains nous ont parlé, bon, que ça fait une intrusion dans la vie privée et puis l'impression d'avoir toujours plutôt un fil à la patte, qu'on n'arrive pas à se défaire. Et certains éleveurs ont aussi exprimé le fait que c'est parfois difficile de gérer les anomalies, c'est-à-dire, ces capteurs, comme mon ordinateur tout à l'heure, peut planter et qu'il y a un certain temps qui peut être passé, aux réparations. Et voilà, et qui peut mettre des sources de stress, sachant que notamment, les pannes des outils, notamment sur des outils tels que les robots, peuvent être des raisons d'arrêt d'équipement. On sait qu'il existe, des processus d'arrêt d'équipement qui sont en tout cas très peu documentés par la recherche et que la panne des outils, en fait partie et une des raisons principales. Alors ces nouvelles technologies changent bien sûr, comme on a vu, le travail des éleveurs et des éleveuses, mais également la relation aux animaux. Des éleveurs ont exprimé, des retours, plutôt positifs, dans le fait d'utiliser cette nouvelle technologie dans leur relation aux animaux. Notamment, ça leur permet une meilleure connaissance individuelle des bêtes, de savoir mieux finalement, suivre tel et tel animal, notamment sur des cheptels qui vont compter plusieurs dizaines, voire centaines d'animaux. C'est aussi un travail pour eux qui est de faciliter avec les animaux, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de manipulation qui peut être potentiellement dangereuse à faire. Certains, ça permet même de recréer des interactions positives avec les animaux, notamment de passer au milieu des animaux, de les caresser, aussi de les habituer aux nouveaux équipements. Donc on a vraiment des expressions positives de comment ce travail est plutôt mieux vécu par les éleveurs, on peut imaginer peut-être par les animaux, lors de l'adoption et de l'utilisation de ces technologies, notamment dans les bâtiments. Par contre, on a aussi parfois des craintes, qui sont exprimées, finalement, disant que ces nouvelles technologies peuvent aussi changer, le rapport, le métier de l'éleveur, mais également son rapport à ses animaux et la nature. Parce qu'on a justement plutôt des systèmes, qui sont tout informatisés, ou en tout cas en grande partie informatisés, sans intervention, en tout cas avec une intervention moindre de l'éleveur, qui peut entraîner, potentiellement une perte de certaines connaissances ou compétences, repérer les problèmes sur les animaux, être capable, de visu, de pouvoir, voir assez rapidement que tel et tel animal finalement peut avoir un problème de santé ou pas, parce que tout finalement est légué à la technologie. On n'est pas forcément dans ce cas dans tous les élevages. Il y a potentiellement pour certains, c'est pas pour tout le monde. C'est aussi une difficulté parfois de pouvoir connaître les animaux et de plus arriver à les repérer individuellement. En tout cas pour des cheptels de bovins laitiers par exemple. Et d'autres difficultés qui sont apparues, en tout cas, c'est au risque de crainte, c'est plutôt de fait qu'il y a une gestion individu par individu et finalement que les animaux visibles ou les animaux invisibles ou ceux qui sont à problème ne seraient plus visibles. Alors j'ai un petit message qu'on m'entend plus. Est-ce que c'est bon quand même? Vous pourriez juste me faire un petit OK si ça marche toujours? C'est bon, on t'entend. OK, merci. Et puis notamment qu'il peut également avoir la mise de côté de savoirs qui vont mobiliser l'odeur, le toucher, l'ouïe, la vue, qui sont aussi extrêmement importants, quand on conduit et quand on élève des animaux, sont mis de côté par cette technologie en fait. Et du coup, ça rejoint un petit peu à une potentiellement perte de compétences. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est finalement, qu'en est-il de l'autonomie décisionnelle? On a plutôt identifié des risques de perte d'autonomie décisionnelle ou de moindre autonomie décisionnelle de la part des éleveurs, parce que finalement, il y a un risque de dépossession de tâches cognitives et de savoir-faire de l'éleveur au robot, au capteur, un éleveur qui ne dit finalement on ne décide plus par soi-même. On a aussi tous, je pense qu'on peut se mettre parfois dedans, un sentiment d'impuissance face à l'électronique et à l'informatique, on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas non plus forcément réparer. C'est aussi une dépendance au logiciel des constructeurs, mais qui est valable aussi pour d'autres activités, pas uniquement l'élevage et pas uniquement agricole. Et puis il y a des données qui vont être produites par ces fermes, qui peuvent être potentiellement mobilisées par d'autres acteurs hors du secteur agricole et parfois hors du secteur agricole. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ces nouvelles technologies vont impacter le travail sur différentes dimensions, des fois en mieux, des fois en moins bien.
C'est aussi variable d'un élevage à l'autre, hein. Le gain de temps n'est pas toujours évident. Des fois, c'est même plutôt une augmentation du volume de charge de travail. C'est plutôt, par contre, une souplesse dans les horaires qui est très bien vécue et attendue de la part des éleveurs. Aussi plutôt une amélioration physique de leur santé. Côté sur le stress, on a des charges mentales lors de l'adoption des alertes, même si potentiellement pour certains, il y a des nouvelles sources de stress. Et on a également une moindre autonomie décisionnelle. Alors en conclusion, on est plutôt sur ce que je disais, c'est pas la seule durée qui est impactée. Donc c'est important à considérer ça lors d'un conseil en bâtiment. Ce qui est aussi important, c'est que quand ces outils doivent être adoptés ou sont adoptés dans les premiers jours, semaines, mois, c'est souvent des remises en cause profondes de la façon de travailler avec les animaux et du métier. C'est là que vont apparaître des sources de stress importantes. Ça induit des transformations sur les éleveurs, mais également sur les animaux. Et il n'y a pas de solution unique, hein. Donc c'est difficile de conclure si ces nouvelles technologies sont mieux ou moins bien pour le travail et pour les éleveurs et pour leurs animaux. On voit qu'il y a une grande diversité de situations qui existent et de situations qui sont des fois un petit peu dépendantes même de l'agriculteur. Et je vous remercie pour votre intervention. J'espère que vous m'avez entendu jusqu'au bout. Merci Nathalie. Oui, moi en ce qui me concerne, je t'ai entendu jusqu'au bout, donc j'espère que c'est le cas pour toi. Merci. Donc, il y avait une première question. Alors, c'est moi qui l'ai posée, mais ça m'intéresse. Des questions récurrentes que l'on pose, nous, dans nos filières. Enfin, moi, en l'occurrence, pour la il y a quand même beaucoup de développement de technologie et d'automatisme. La question était la suivante. Du coup, plus la technologie est complexe, finalement, moins la réparation est simple. Et finalement, derrière, plus le SAV est important et sa proximité de l'élevage est essentielle. Et aujourd'hui, dans certaines zones, alors on voit que les équipementiers aussi ont du mal à recruter des salariés compétents qui vont être capables d'intervenir dans un laps de temps relativement court par rapport à la nécessité de pouvoir continuer toujours à alimenter les animaux, à traire les vaches ou à ventiler les bâtiments d'élevage. Je peux aller que dans ton sens, en fait, hein. C'est les travaux de thèse de Théo Martin. Là, c'est le cas du robot traite qui montre qu'il a interviewé également des équipementiers, qui montrent qu'il y a des zones blanches, en fait, où des équipementiers n'iront plus. Ça, il a produit des cartes qui montrent que voilà, les robots traitent dans certaines zones de France, qui ne sont pas là où l'élevage est le plus dense en termes de nombre d'éleveurs, notamment pour l'élevage laitier, les équipementiers n'iront plus. Ça, c'est un fait. En tout cas, pour cette technologie, c'est déjà observé. Donc, je ne peux pas dire plus, mais en tout cas, oui. Ouais. Donc, ça veut dire que les technologies, en tout cas, les éleveurs vont être en capacité d'adopter vont dépendre également de comment les équipementiers vont pouvoir se répartir sur le territoire et aller ou pas dans certaines zones. Il y avait une autre question, alors c'est moi qui l'avais posée également, mais après je prendrai les suivantes. Quid du développement de l'intelligence artificielle en lien avec toutes ces nouvelles technologies, quoi, en fait Ouais. Et on voit que c'est quand même un sujet qui est émergent à tout point de vue dans la société, donc les équipements d'élevage n'y couperont pas, certainement, je pense. On y est déjà un petit peu. Alors, c'est vrai que là, je vais dire l'insémination artificielle, non, l'intelligence artificielle, se développe. Là, on voit depuis 1 an, 2 ans, c'est très récent, il y a un boom. Et il y a un boom depuis moins d'1 an, ce qui fait qu'on a très peu de visibilité, moi, je trouve, sur ce que ça va amener dans les élevages. Si ce n'est qu'on va peut-être sur des systèmes un petit peu plus simples, moins automatisés. Plus simple ne veut pas dire moins cher. Un petit peu moins automatisés, notamment pour la surveillance des animaux en bâtiment. C'est-à-dire par des caméras qui vont être capables de repérer les animaux qui marchent moins ou mieux, ou moins ou plus vite, etc. Soit des problèmes sanitaires, soit des des changements de stade physiologique. Et ça arrive. Donc, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'études, je trouve. On en parle beaucoup, mais d'avoir un constat de ce que ça va transformer. Mais on peut imaginer, vu les transformations que ça amène dans la société d'une manière générale, ça va complètement percuter le monde de l'élevage et d'une manière assez puissante. Et je pense qu'on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que, à mon avis, ça va être très rapide, mais on a très, très, très peu de recul sur tout ça, je trouve. D'accord, très bien, merci.
Autre question, côté, charge mentale, Mmh. je n'ai pas vu de mention du poids financier, hein, Ouais, notamment par rapport aux investissements sur ces nouvelles bien technos là. sûr. Les éleveurs ne le mentionnent-ils pas lors des enquêtes? Ouais, c'est une très bonne question. Alors effectivement, nous on avait peut-être plutôt parlé, fait un focus lors des enquêtes sur le travail et peut-être que la charge, liée au poids financier de ces équipements n'est pas apparue, mais en tout cas, c'est très marqué dans les élevages. On se rend compte que certains investissements, vont avec des changements de bâtiments, avec, des améliorations de bâtiments, hein. Une salle de traite, un robot traite, c'est pas juste le robot traite à 120 000-130 000 €, juste, c'est déjà très cher. C'est avec, le changement de stabulation, c'est des fois des montants de l'ordre de 800 000, 1 000 000 €, donc ils sont très conséquents. Et même sur des équipements ou notamment de détection de chaleur, de vélage qui sont un petit peu moins coûteux par unité, ben, il faut pouvoir équiper un ensemble d'animaux, donc on est sur des montants qui sont relativement, conséquents. Après on a des outils qui le sont moindres, hein, si on parle de systèmes de drones, de bâtons, de suivi des animaux et cetera, hein. Il y a vraiment une très forte variabilité des prix et des travaux de l'Institut de l'élevage, là, avec Clément Alain, ont montré notamment pour des outils tels que le robot de traite, finalement, il n'y avait pas de retour économique ou de bénéfice économique ou alors très faible. Notamment sur des systèmes de détection des chaleurs aussi, en fait. Mmh. Il n'y a pas forcément de gain vraiment économique, très très marqué sur ces types d'outils. D'accord, très bien et dernière question Nathalie, Mmh, au sein d'une équipe, est-ce que l'arrivée du numérique amène des clivages entre ceux qui ouais. maîtrisent la technologie et ceux qui la maîtrisent moins bien? Ou est-ce que généralement tout le monde arrive à s'y mettre progressivement? Eh ben, merci Caroline pour la question parce que c'est un point que j'ai pas abordé, que j'aurais dû dire. On voit souvent que, il y a une ou 2 quelques personnes qui sont en charge de l'utilisation de ces technologies, qui créent des clivages, des personnes du collectif de travail qui ne sont pas à même de travailler avec ces technos, qui se disent un petit peu dépossédés finalement de la capacité d'être éleveurs et puis ça amène des tensions quand la personne qui est en charge de ces technologies finalement se retrouve, bah, absent pour des raisons prévues ou imprévues et qui gère à la place et ce qui fait qu'il y a une certaine, stress qui repose sur cette personne parce qu'elle peut pas s'absenter ou s'absenter moins. Après, il y a des agriculteurs, hein, qui vont mettre en place des organisations, notamment on en a vu une dans un élevage laitier où ils sont 3 associés et ils tournent en fait, sur l'atelier laitier, pour pouvoir être à jour, enfin utiliser ces technologies et suivre les animaux au même titre. Mais ça demande de penser l'organisation en amont, en fait. Très bien, merci et il y avait une dernière question. Les capteurs et les automates ont leur place en élevage, mais est-ce que les éleveurs ont conscience que si la base de la zootechnie n'est pas maîtrisée, ces outils ne viendront pas résoudre les problèmes, comme par exemple des vaches qui ne viennent pas en chaleur? Oui, bonne question. Mais je pense, qu'il y a un petit peu tout type de situation, mais je suis bien d'accord que ces automates, ne résoudront absolument pas des problèmes, sanitaires, et autres dans les élevages, hein. Donc, effectivement, c'est hyper important que la conduite des animaux se fasse, sur des bases zootechniques ou sur, voilà, sur la base du savoir de l'éleveur et ces technologies ne peuvent pas remplacer en tout cas et ne résoudront certainement pas les problèmes, peuvent voire même fortement les aggraver. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte lors, ben, d'une demande d'équipement d'un agriculteur, quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup, Nathalie pour, ton intervention et puis les réponses aux questions.